bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Je crois qu'Annette, elle va jouer à guichet fermé ce soir. Donc, on vous remercie au nom de l'Amicale d'être si nombreux. Et au nom de l'Amicale aussi, je déclare ouvert le nouveau cycle de conférences de cette année. Donc, c'est Annette qui va ouvrir. Après, vous en avez 3 qui vont suivre, qui sont ici, derrière moi. Donc, juste, l'Amicale va bien, que ce soit pour son cycle de conférences. Elle va bientôt avoir 90 ans. Donc, c'est une vieille dame qui se porte bien. Et on va commencer aujourd'hui avec Annette. Donc, en fait, pour nous, c'est émouvant parce qu'Annette, elle fait partie intégrante de l'Amicale. Et donc, ça fait vraiment grand plaisir et c'est chouette qu'on commence avec toi et que tu viennes nous faire. Alors, pour certains, je crois, continuer à découvrir et pour d'autres, complètement découvrir qui était... Ça va être ça la difficulté. Voilà, qui était René Alliot. Donc, merci beaucoup et puis belle conférence à tous. Juste, si vous souhaitez adhérer à l'Amicale, vous pouvez aller à Local et voilà, c'est 10 € l'adhésion par famille. Les conférences sont gratuites, mais on fait aussi plein d'autres activités, plein d'autres animations. Voilà, donc si vous souhaitez adhérer à Local, il y a les cartes et c'est 10 €. Voilà, bonne soirée. Et à propos des 90 ans, on est en train de concocter quelque chose pour l'automne, donc vous saurez bientôt ce qui va se passer. Pour notre part, voilà déjà, je crois, 6 ans, 5 ans, ISE, qu'on concocte des conférences qui rencontrent toujours un beau succès. Cette fois-ci, je me trouve de l'autre côté de la barrière, donc c'est un petit peu plus, impressionnant. Alors pourquoi évoquer René Alliot aujourd'hui ? À mon sens, il y a vraiment plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'il est injustement méconnu et que voilà, je voudrais le faire connaître et je ne suis pas la seule. Les générations jeunes ne savent absolument pas qui il est. On a pu le mesurer par exemple en faisant des tests à l'université. Et quand il est connu, c'est plutôt comme cinéaste. Le reste de son œuvre, de peintre, de scénographe, est absolument tombé dans l'oubli vraiment du grand public. Et depuis 15 ans, c'est plutôt le monde universitaire qui l'honore. Et on constate qu'il y a quand même, je vous ferai une petite annonce tout à l'heure, qu'il y a quelques frémissements du côté du monde du cinéma. Or, pourtant, cette œuvre est vraiment foisonnante, originale. À mon sens, mais je suis très subjective, elle vieillit bien. Et on ne peut pas en dire d'autres de certains cinéastes, que je ne citerai pas ici, bien sûr. René Alliot est un artiste atypique. Il a 40 ans presque quand il réalise son premier long métrage, La vieille dame indigne, qui sort en 1965, en pleine nouvelle vague. Alors la nouvelle vague, vous savez, ce sont des auteurs comme Godard, René, Rivette, Chabrol, etc., Demy. Mais lui ne veut absolument pas entrer dans cette case. Il veut faire un cinéma singulier, renouvelant sans cesse ses sujets et ses formes. La deuxième raison, c'est qu'il n'est pas un héritier au sens de Pierre Bourdieu, ni socialement, ni par sa formation. Il n'a pas fait d'école de cinéma, il n'a pas fait d'école de décorateur. Il a fait une petite tentative aux Beaux-Arts à Marseille, j'en parlerai tout à l'heure. Et il n'est pas héritier car il est issu d'un milieu populaire et provincial. Son grand-père est immigré italien, son père est ouvrier sur le port de Marseille, et du côté maternel, ce sont des petites gens de Provence. Toute sa vie, il n'aura de cesse de vouloir représenter les humbles, les gens de peu, comme dit Pierre Sanso, aussi bien dans le présent que dans l'histoire, ce qui à l'époque, et je serais presque tenté de dire encore aujourd'hui, n'est pas si courant. Alors évidemment, il y a des œuvres comme celle de Ken Loach en Angleterre, mais voilà, ce n'est pas si souvent en France. Et tout son cinéma, tous ses films sont porteurs d'une immense tendresse pour les personnages issus des milieux populaires. Voilà René à Paris en 1990. Voilà ce qu'il dit en 1982, peu de temps après la sortie de leur esquisse, qu'on projettera tout à l'heure pour qu'il voudra. Il le dit dans un entretien pour les dossiers de la Cinémathèque québécoise, et je vous laisse lire son propos. Alors, j'ai voulu rappeler que si je parle d'eux, c'est parce que mes oncles, mes tantes, mon père, ma mère, mon grand-père en sont, et j'ai voulu le redire.
Dans ses carnets du 15 juillet 1974, il écrivait « Rendre au peuple son histoire, j'en ai rien cherché à faire d'autre dans mes films ». Donc il y a une autre raison pour laquelle je pense qu'il faut le réhabiliter ou l'habiliter. Je donnerai un seul exemple, c'est celui de son dernier long métrage, qui s'appelle « Transit », qui est sorti en 91, qui a lui aussi eu une destinée malheureusement précaire, puisqu'il est sorti quasiment le jour de la déclaration de la guerre du Golfe, autant vous dire, dans un seul cinéma parisien. Donc il n'a eu aucune destinée publique, malheureusement. C'est un film qui est tiré du livre d'Anna Segers, romancière allemande, qui a bien sûr, vous le savez, fui le nazisme et qui s'est retrouvée à Marseille au début des années 40 avec d'abord seule, puisque son mari était enfermé dans un camp qui était destiné aux antifascistes allemands. Et avec d'autres, elle se retrouve à Marseille, dans la nasse vraiment de Marseille, où elle fuit les persécutions, qu'elles soient politiques ou raciales. Et bien sûr, à Marseille, tous et toutes cherchent désespérément à trouver un lieu sûr, c'est-à-dire à s'embarquer parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc c'est la recherche effrénée de papier dans toute la ville, dans les consulats. Et ça résonne évidemment encore énormément aujourd'hui, malheureusement, et on pourrait tirer quelques leçons de cette histoire. Une autre excellente raison, à mon sens, c'est qu'il s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire, comme l'amicale laïque, celle de l'après-guerre, qui est initiée par des gens comme Jean Vilar, l'auteur de théâtre, créateur du Festival d'Avignon en 1947, et également de Jeanne Laurent, qui était nommée en 1946 sous-directrice au spectacle, à la musique, à la direction des arts et lettres. Voilà. C'est un petit peu l'héritage de 1936, mais avec l'horrible épisode, évidemment, de la guerre. C'est lui-même un passeur. On le verra quand il crée le Centre méditerranéen de création cinématographique, et il s'entoure toujours d'équipes jeunes. À gauche, vous avez Christophe Parillier qui va l'assister sur ses 2 derniers longs métrages. Et puis une autre raison, ce n'est pas la dernière, mais en tout cas celle qui me tient vraiment, vraiment particulièrement à cœur, il figure au centre de tous ces films des personnages de femmes qui toutes cherchent les voies de leur émancipation. Alors on le verra avec quelques extraits de La Vieille Dame, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que c'est un de ses films les plus connus, mais également L'une et l'autre, alors qu'il n'est absolument pas du tout connu, Rude journée pour la reine et Un médecin des Lumières, par exemple. Voilà. Je vous laisse lire cet extrait et après je passe à une petite courte biographie. Voilà, René Alliot, né à Marseille le 8 mars, le jour de la femme, et il meurt à Paris en mars 1995. Il a une œuvre vraiment protéiforme, et c'est un artiste, comme je l'ai dit, atypique et anticonformiste. Et je vais décliner, en quelque sorte, tous les aspects de son œuvre, de peintre, de scénographe décorateur, de créateur de costumes, de cinéaste, d'acteur de la décentralisation cinématographique, créateur et rénovateur de théâtre et d'un musée, et écrivain. Alors, Alliot, après des études littéraires au lycée, opte pour la peinture, en quelque sorte aux grandes dames de son père, qui voyait en lui continuer ses études et devenir officier de marine. On retrouvera dans La Vieille Dame indigne, d'ailleurs, un personnage qui est interprété par le tout jeune Victor Lanoux et qui veut être musicien, et qui conduit en fait les camions de son père, qui est un petit entrepreneur marseillais. Donc là, c'est une allusion évidemment autobiographique. J'en reparlerai tout à l'heure. Comme peintre, il tarde à se manifester publiquement. Sa première exposition à Paris date de 1955 à la galerie Lara Vinci. Mais entre 1948 et 1955, il pratique la peinture sous d'autres formes, comme décorateur de théâtre et scénographe, où sa réputation va vraiment s'établir très, très solidement. Alors, Alliot, peintre, dessiner, peindre, travailler pour le théâtre, faire des films, jamais je n'ai autant senti que c'est un tout, qu'aucun de ces faire n'exclut l'autre. Ça date de 1974. Et pour parler de sa peinture, je vais faire appel à Marcel Fredfond, que certains ou certaines dans la salle connaissent bien, à Kiki, puisqu'il était prof à l'école d'architecture, metteur en scène lui-même, comédien, enseignant et chercheur, et qui a vraiment
il est mort il y a 10 ans, vraiment était un spécialiste du théâtre. Voilà ce qu'il dit. Si je parle de lui, d'Alliot, c'est qu'on le connaissait bien à Clermont-Ferrand, car il participe à ses débuts au théâtre universitaire de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si Patrick m'a entendu parler de lui. Donc, ce TUC, fondé en 1966, et il a donné naissance au Théâtre des Chiens Jaunes, dissous en 89. Voilà ce qu'il dit de la peinture d'Alliot. La qualification de paysage lyrique convient pour caractériser la peinture d'Alliot, une forme de tachisme relevant d'une esthétique du geste, du mouvement. Alliot reprendra cette formule de la tâche en parlant d'éclaboussé-jeté, qu'il dit correspondre à sa recherche en peinture, sans jamais concevoir une contradiction entre abstraction et figuration, dont témoignent, et vous allez le voir, ses croquis, dessins et peintures. Et voilà ce qu'écrit aussi Georges Boudaille, qui est un critique d'art, spécialiste donc de l'œuvre d'Alliot dans la revue Simèse, un peu plus tôt en 1962. Il dit « Les tableaux de René Alliot sont d'une extraordinaire sobriété. Ce sont de simples graphiques de couleurs, souvent sombres, verdâtres ou noirâtres, qui animent une surface presque monochrome. » Un peu plus loin, pour Alliot, théâtre comme peinture, comme toute technique visuelle, qui a une présentation artistique, donc un but, visualiser un sentiment, une situation, une émotion humaine, une expérience vécue. Ici, c'est une grande toile, on n'en voit qu'un fragment, puisqu'elle fait à peu près 28 mètres de long et près de 3 mètres de haut. Voilà ce que dit Boudaille encore. L'intérêt de sa peinture, c'est son pouvoir d'exprimer, de faire vivre une tâche, de la métamorphoser en être vivant, de créer une atmosphère, d'y faire passer le souffle d'un homme qui sent, qui souffre, qui pense avec son temps. Rarement, toujours Boudaille dit « Abstraction et figuration se rejoignent plus intimement. Le signe chez Alliot n'est pas transcription abstraite, il est symbole simple, il s'apparente aux premiers essais d'écriture, encore descriptifs, comme chez les Chinois, mais pas ornementaux comme chez les Égyptiens, ni phoniques comme en Occident. » Toujours Boudaille, la peinture d'Alliot a quelques dettes envers le théâtre, d'abord sa technique. Ayant appris à brosser de grandes surfaces à plat avec les instruments les plus rudimentaires, balais, balayettes diverses, il continue à peindre à plat. Le geste y gagne en force et en autorité. Enfin, Boudaille dit aussi, depuis 1961, Alliot réalise ses zoologies, monstres, amibes, combattants, dévoreuses ou amoureuses. Et plus tard, Alliot lui-même parlera dans ses carnets d'animacules. Voilà comment il interprétera ses dessins. Et sans cesse, René Alliot dessine. Là, il dessine pour le Médecin des Lumières. En haut à gauche et à droite, ce sont des encres. Au moment où il crée le Médecin des Lumières, en 1986, pour préparer évidemment les scènes d'accouchement en particulier. Et puis, il apprend à ce moment-là qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. On n'écoute pas bien, c'est ça? C'est trop fort? Ça va? Bon. Donc, ce sont ses propres mains. Vous avez ici le dessin de page de tournage. Ce n'est pas le storyboard. Le storyboard étant, vous le savez, la préparation plan par plan d'un film. Là, ce sont des planches de tournage qu'il a même colorisées. J'en reparlerai tout à l'heure pour son film, le storyboard. Enfin, si je veux parler d'Alliot peintre, c'est sa fréquentation absolument assidue des musées, que ce soit en France ou à l'étranger, dont il rend compte dans ses carnets, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc Alliot, scénographe, décorateur de théâtre, d'opéra, de danse, metteur en scène. En 1948, il rejoint une compagnie amateur et son chemin le mène vite à Paris, donc en 1950, et il va bien entendu travailler dans des petits théâtres d'essai parisiens ou dans des grands centres dramatiques de province qui font la vie du théâtre d'alors. Je pense au théâtre du Gymnase à Marseille, le TNP, le Studio des Champs-Élysées ou le théâtre de la Cité de Villeurbanne, dont je reparlerai tout à l'heure. Le scénographe, et c'est un mot... c'est un terme qu'Alliot a vraiment contribué à inventer. Il a vraiment conceptualisé et incarné cette discipline en France et à l'étranger dans toute son amplitude. Le scénographe a un rôle majeur auprès du dramaturge et du metteur en scène et met en rapport l'action et le jeu.
très rapidement, parce que ce sont des gens qui sont décédés pour la plupart, hein, les grands metteurs en scène avec qui il a travaillé, Hubert Ginoux, Roger Planchon, dont je reparlerai, William Gaskill, Jean-Louis Barrault, peut-être vous avez plus entendu parler, Marco Del Bellocchio, qui est cinéaste italien encore en vie, Roland Petit, pour les ballets à Marseille, Marcel Maréchal, par exemple. Les 3 diapos qui suivent, ce sont des décors pour la pièce de Jeppe des Collines, on dit aussi Jeppe des Montagnes, opéra de Bergen, en Norvège, en 87, par exemple. De 48 à 87, puisqu'après il travaillera moins pour le théâtre, René Alliot a conçu et réalisé plus de 100 scénographies, je l'ai dit, pour le théâtre, l'opéra et la danse. Selon 3 périodes, et ça je m'inspire également des travaux de Marcel Fredfond dont j'ai parlé tout à l'heure, la période 48-57, 57-73, puis 73-95. On va les distinguer. Donc la première, la période que j'ai appelée la période brechtienne, donc de 48 à 57. Alors qui est Brecht? Bon, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Il est né en 98 en Bavière, mort à Berlin en 56, il vivra en RDA à sa mort, auteur dramatique allemand, pionnier dans l'art du théâtre contemporain, et il crée avec sa femme, Hélène Wegel, le Berliner Ensemble. C'est un auteur de nombreuses pièces, il s'intéresse aux idées marxistes et au début des années 30, avec la montée du nazisme, qui va d'ailleurs le priver de sa nationalité allemande, il va s'exiler pour de nombreux pays européens et en particulier après la France d'abord et ensuite les États-Unis en 1939. Après-guerre, tout de suite après-guerre, il craint la future chasse aux sorcières du macartisme qui s'annonce, qui aura sa pleine expansion au début des années 50, et il arrive ensuite en Suisse en 1947, puis dans la zone qui deviendra la RDA en 1948. Et je l'ai dit, à partir de 1948, René Alliot fait des décors pour de petits théâtres à Paris ou en province. Et comme beaucoup d'artistes de sa génération, c'est à Paris en 1954 qu'il découvre une des pièces de Brecht, Mère Courage, que le Berliner Ensemble présente à ce moment-là. Je le précise, il ne travaillera jamais avec Brecht, mais pendant des années, évidemment, comme pour d'autres metteurs en scène et décorateurs, il sera vraiment influencé par ce travail de Brecht. Brecht a un point de vue très particulier sur le théâtre et va s'éloigner du théâtre dramatique en vogue avant lui, où l'identification aux personnages et à leur psychologie était un concept clé. Pour Brecht, un spectateur doit s'interroger sur ce qu'il voit et doit prendre conscience qu'il est en train de regarder un spectacle, qu'il est vraiment au théâtre et qu'il doit être critique. Et il théorise ces idées sous le nom de distanciation. Alors je vais aller vite sur la question de la distanciation, nous ne sommes pas des spécialistes. Il faut en fait que le public se rappelle qu'il est bien au théâtre, il ne doit pas s'identifier au personnage et à l'action de manière émotionnelle. La distanciation produit un effet d'étrangeté par divers procédés qui veulent rendre actifs les spectateurs, qui doivent s'interroger sur ce qu'ils voient et ne pas le prendre pour argent comptant. Alors il faut créer un contact direct avec les spectateurs, le public, et détruire tout réalisme. Le public est impliqué dans la pièce et ne croit donc plus que l'action est réelle. Alors les procédés peuvent être divers. C'est l'adresse directe à la salle, le jeu des acteurs depuis le public, la référence directe à un problème social ou politique, le dévoilement des coulisses, c'est-à-dire le travail là où se fabrique le théâtre, l'irruption de pancartes explicatives, etc., etc. Alors, quelques œuvres de Brecht en passant, je ne vais pas être très longue, l'opéra de Katsu, Dans la jungle des villes, Mère Courage, La vie de Galilée, La bonne âme du Szechuan, j'en parlerai à propos d'un décor, La résistible ascension d'Arturo Huy qu'on trouve dans les mots croisés, vous savez, l'horrible Huy, Schweck dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Sa deuxième période, c'est ce que j'ai appelé la période Roger Planchon, donc de 57 à 73. Roger Planchon est un homme de théâtre qui s'est installé en 1957 dans l'ancienne maison du peuple de Villeurbanne, qui a été rebaptisée Théâtre de la Cité.
et Alliot le rejoint comme décorateur et créateur de costumes. Marcel Fredfond, je fais encore appel à lui maintenant, voilà ce qu'il écrit encore une fois à propos de scénographie. Lors de mes débuts au théâtre en 1966 à Clermont-Ferrand, au théâtre universitaire, le théâtre de la Cité, Roger Planchon et René Alliot étaient une référence pour l'idée que nous avions du théâtre à faire. Et voilà ce qu'en dit Alliot rétrospectivement en 1977 de son compagnonnage avec Planchon. Nous commencions, Planchon et moi, à chercher autre chose que la sacro-sainte praticabilité du décor. Je crois que dans l'espace brechtien, cette valeur de praticabilité était intimement liée à la volonté de faire apparaître ce qui en avait été longtemps refoulé, l'espace réel du travail, c'est-à-dire les coulisses. Alors, avec Planchon, Alliot pense que le théâtre doit venir basculer vers autre chose et doit devenir ce qu'ils appelleront l'un et l'autre une machine à jouer. L'espace de la scène, l'espace lui-même doit jouer un rôle primordial. Alors, voilà une des maquettes de La Bonne Âme du Sichuan, maquette de 58, théâtre de la Cité. Donc, vous voyez que le décor, il va y avoir une circulation évidemment horizontale, mais également une circulation dans la verticalité. De même, pour cette maquette de Georges Dandin, toujours au théâtre de la Cité, en 59 cette fois, là encore, avec un décor à la verticale. Je passe assez vite parce que je vais en arriver aussi au cinéaste. En 1962, il signe la scénographie et les décors de Tartuffe. Vous connaissez Tartuffe, donc de Molière. Vous connaissez la pièce. C'est l'histoire, donc, fin XVIIe siècle, d'un homme qui est nommé Tartuffe, qui est un imposteur religieux, qui essaie de manipuler Orgon, qui est un grand bourgeois, et il essaie de manipuler sa famille pour prendre le contrôle de leurs biens. La pièce est considérée comme une critique de l'hypocrisie et de la fausseté des gens pieux et religieux. Cette scénographie d'Alliot, vraiment, Tartuffe, va vraiment bousculer les esprits et traduire le temps par l'espace. Le principe du décor de Tartuffe que vous avez là, c'est qu'après chaque acte, le panneau du Christ, pour la première partie, s'arrête tout à fait au début de la scène, et plus le temps va passer, après chaque acte, ce même panneau, qui est décliné à l'envie, va occuper le fond de la scène, et il va ensuite se lever pour donner à la scène une profondeur supplémentaire. Alors, un nouveau fond apparaît avec son ameublement, la marqueterie, et donc montre l'étendue de la variété et de la richesse de cette maison d'un grand commis du roi. René Alliot et Roger Planchon entendaient alors souligner un aspect généralement négligé de la pièce, le fait qu'Orgon n'est pas un simple bourgeois, mais bien un homme de pouvoir. Le décor donc constituait, je l'ai dit, une succession d'intérieurs bourgeois qui découpait l'espace et traduisait le temps au fur et à mesure où les cœurs se dévoilent et où les masques tombent et où l'hypocrisie également tombe. Mais c'est avec une autre scénographie, celle des Almes mortes, en 1961, que véritablement il va basculer vers l'idée de cinéma. Les Âmes mortes, c'est une pièce de Gogol là, qui sera dans une adaptation d'Arthur Adamoff, qui est un dramaturge et auteur de théâtre de l'époque. Et pour les besoins de la mise en scène, Alliot dessine 120 planches, dessins au lavis, qui servent à faire un film d'animation d'environ 30 minutes, qui va être découpé en séquences de 15 tableaux. Alors, cette idée de peinture pour un film d'animation, ils l'ont eu avec Planchon, parce qu'ils ont voulu séparer nettement deux espaces. À l'avant-scène, il y aurait l'espace où se déroule l'action de la pièce et qui se limitait à donner des indications sur cette action. Et le fond de la scène était pris en charge par ce film, donc découpé en séquences, ce film donc animé, qui était l'espace où on parlait du temps et de l'époque où se déroulait la pièce. C'est vraiment avant-gardiste parce que d'autres feront après, évidemment, la présence de vidéos au théâtre. Mais là, je vous rappelle qu'on est au début des années 60. Voilà un extrait de quelques minutes.
Enfin, troisième période, la sortie des influences. Longtemps assujetti, y compris par les critiques, à l'influence de Brecht. D'ailleurs, au cinéma, ça lui collera à la peau et il s'en défendra jusqu'à la fin de sa vie. En 1976, Alliot dit être sorti définitivement de cette influence, qu'il qualifiera d'un peu puritaine, on pourrait dire presque trop didactique, et il souhaite vraiment reconquérir sa liberté artistique, sa liberté d'être subjectif et de laisser toute sa place aux émotions. C'est un gros mot, c'était presque un gros mot sous Brecht, enfin, voilà, et il va en quelque sorte se le réapproprier. Je lisais tout récemment, vous l'avez sans doute lu, le livre « Que faire de la littérature » d'Édouard Louis, qui a le même point de vue qu'Alliot à propos de la place des émotions dans l'art, dans l'expression artistique. Voilà ce qu'il dit. « Utiliser la mise en cause radicale de Brecht, certes, mais voir ses limites aussi. » Alliot l'a vu assez rapidement, notamment dans son dégoût de l'émotion. Trouver de nouvelles émotions, de nouvelles façons de les exprimer pour en faire des armes transformatrices, autant que les interrogations, les questions, les informations qui étaient si chères à Brecht. Donc l'émotion au service d'un certain combat. Alliot, créateur de costumes, alors là encore, je ne vais pas décliner tous les costumes qu'il a pu faire, voilà quelques exemples. Vous avez vu le décor de J.P. des Collines, de Ludwig Holberg, mis en scène par l'anglais Gackskill, donc au théâtre en Norvège, en 87. Voilà des dessins, donc des préparations pour Henri IV de Shakespeare à Villeurbanne au théâtre de la Cité en 57. Et puis Schweck dans la Seconde Guerre mondiale, mise en scène de Planchon en 61. Vous voyez que un créateur de costumes va jusqu'à choisir bien entendu les costumes, la texture, la couleur. Vous avez des petits échantillons évidemment sur les planches. Voilà, Schweck à droite, Stalingrad. Et un costume nazi. Enfin, bien sûr, Alliot cinéaste, c'est le plus connu. Et après plus de 15 ans comme peintre et au théâtre où la question spatiale est au centre, je l'ai vu, on l'a vu pour les décors, les costumes, la scénographie, il a besoin de quelque chose de plus temporel et c'est là que l'idée de cinéma va émerger. Alors, les films d'Alliot, bon, le très connu La vieille dame indigne, où on en parlait tout à l'heure dans la salle, un avant-dernier, Un médecin des Lumières, qui est tourné à la Bourbonnais, j'en parlerai tout à l'heure. L'une et l'autre, Les Camisards, Rue de journée pour la reine, Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur, mon frère, 76, Retour à Marseille, L'heure exquise, qu'on passera tout à l'heure, Le matelot 512, Un médecin des Lumières, Transit, mais il avait commencé par un premier court-métrage qui s'appelle La Meule et qui déjà se passe dans l'histoire au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis un hommage à Jean Vilar en 82, un court-métrage de 26 minutes qui est sorti en 87. Alors, un de ses plus connus, évidemment, on rappelle souvent, je ne vais pas parler de tous, je vais parler de La vieille dame indigne. Vous avez ici une photo du tournage de René, tourné en 64, sorti en 65. C'est donc son premier long métrage, tiré d'une nouvelle de Bertolt Brecht, tiré des histoires d'almanach de Brecht, qui va bien entendu transposer, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un des plus connus, celui qui a eu encore maintenant, je pense, un gros succès, qui a eu un prix au Festival de Rio, de Janeiro, et celui très connu, évidemment, pour la musique et la chanson de Jean Ferrat. Alors que la nouvelle vague, donc début des années 60, va filmer l'adolescence, les jeunes gens, les premiers amours, René Alliot, et c'est en cela qu'il est, je dirais, atypique, va faire un film sur une vieille dame, jouée par la comédienne Sylvie, qui a longtemps été cantonnée dans des rôles de femme autoritaire, dure, rébarbative. Il va donc s'intéresser à travers elle à la condition féminine, dont on ne parle quasiment pas à l'époque, et inscrit l'histoire qui se passait en Allemagne, il va l'inscrire à Marseille, sa ville d'origine, qu'il connaît bien. Voilà une affiche pour l'Allemagne. L'argument du film, eh bien, c'est que Bertini vit à Marseille, au quartier ouvrier de l'Estac. Vous connaissez bien, quartier nord de Marseille. On en reparlera puisque Guédiguian est un de ses héritiers et qu'il tourne énormément à l'Estac. Bertini appartient à une lignée italienne immigrée depuis quelques décennies.
et après des années de servitude et de tâches répétitives, elle assiste à l'agonie de son mari. Et le temps d'une chanson, en guise d'introduction à l'émotion, justement, on ne voit pas le temps passer de Jean Ferrat, René Alliot fixe la première vie de son héroïne lors d'un montage photographique. Berthe a été femme, mère, veuve, et a attendu l'heure du mouvement et de son émancipation. Et bien que drapée dans une robe et une discrétion propice au deuil, Berthe tente de s'affranchir de ses enfants et de son statut d'épouse et de mère. Elle vend à l'imprimerie sous le regard absolument horrifié de ses enfants, prêt à crier bien sûr à la spoliation, sauf celui de son petit-fils dont j'ai parlé tout à l'heure, interprété par Victor Lanoux, qui rêve de devenir musicien alors que son père lui fait conduire des camions. Elle se rapproche de Rosalie, qui est interprétée par Malka Rybowska, qui est la mère du deuxième fils d'Alliot. C'est une serveuse du coin, belle fille, séductrice et libre, que chacun regarde évidemment tout en méprisant sa conduite. La vieille dame va se permettre l'impensable, elle va user de son temps, oser la découverte d'un autre monde que celui qui va de la cuisine à la chambre et faire ce qui lui plaît. Dans une société où la vieillesse est nécessairement synonyme de sagesse ou de retrait et où la femme ne doit pas sortir du giron familial et domestique, Berthe ne va pas renoncer et va prendre du bon temps. C'est véritablement un hymne féministe, mais ce n'est pas pour autant un film militant. Alors on va passer quelques extraits, ce sera l'extrait le plus long. Consommer le pain de la vie jusqu'aux dernières miettes. Après La vieille dame indigne, donc, tournent deux autres films, l'une et l'autre est Pierre et Paul, et son quatrième film est donc Les Camisards, dont vous avez sans doute entendu parler. Il est tourné en 70 et sorti en 72. L'affiche le montre bien, sans RTL, vous n'auriez jamais rien su de ce film. Alliot a eu les pires difficultés pour trouver un distributeur. Il a fallu 2 ans et une publicité absolument digne des savonnettes ou de la lessive. Mais le film est sorti et a finalement sorti dans de bonnes conditions. Avec Les Camisards, René Alliot va inaugurer sa série de films qui sont ancrés dans l'histoire. Et là, il raconte certains épisodes de lutte des résistants protestants cévenols, 17 ans après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Alors, un bref rappel, le contexte, donc de 1562 à 1598, les guerres de religion. En 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes qui met en place une paix entre catholiques et protestants en accordant droit de culte, certaines places fortes par exemple, comme La Rochelle. En 1685, Louis XIV, monarque absolu dans absolument tous les domaines, y compris religieux, révoque l'édit de Nantes, et c'est là que les persécutions reprennent, en particulier dans le Languedoc, mais aussi dans les Cévennes, où les dragons du roi, c'est ainsi qu'on les appelait, répriment les protestants, on les appellera, donc ces répressions, les dragonnades. René Alliot choisit un moment particulier. Il ne couvre pas l'ensemble de la guerre des Camisards, mais un épisode qui se situe au tout début 18e, 1702, une guerre locale contre la révocation qui s'appelle la guerre des Camisards, ces gens qui sont en chemise. Alliot suit une petite troupe de révoltés qui prennent le maquis pour défendre leurs croyances et une certaine autonomie par rapport au pouvoir royal. Ce sont des garçons et des filles de 20 ans, paysans, artisans, commerçants, mais dirigés par un personnage beaucoup plus vieux qu'eux, Gédéon Laporte. Et il et elle sont évidemment poursuivis par le capitaine Poul des Dragons et ses hommes. Les insurgés remportent quelques victoires, mais finissent par être exterminés. Il faut savoir que cette guerre, pour ceux qui connaissent un peu les Cévennes, cette histoire est encore tragiquement ressentie dans ce territoire. Encore tout récemment, là, je crois en 2025, est sorti un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs sur le village de Saint-Germain-de-Calberte en Lozère.
Alliot, ici, vous avez sur le tournage en train de manier une arme pour montrer comment s'en servir, va écrire le scénario avec Jean Jourdeuil, j'en parlerai tout à l'heure, Jean Jourdeuil, qui est un traducteur de Brecht et homme de théâtre lui-même. Et ils vont s'appuyer en particulier sur les travaux d'un historien de l'époque, de cette époque, qui s'appelle Joutard, Philippe Joutard, et qui a publié en particulier des journaux Camisard, et qui a recueilli également beaucoup de textes sur cette époque. Il fait un travail, d'ailleurs il a fait sa thèse sur les Camisards en 1965. Voilà ici des planches de contact du tournage avec l'acteur Philippe Clévenot, un grand acteur de théâtre de l'époque. Ce sont vraiment... ces lieux dans lesquels il va filmer ces hommes et ces femmes sont vraiment des lieux qu'il a connus dans son enfance. De Marseille, il y passait ses étés avec sa maman, à Carlec en particulier, Carlec, Florac, si vous connaissez un peu ces lieux, Saint-Laurent-de-Trèves. Et vraiment, le film sera le reflet de ce tournage et du rapport vraiment charnel qu'il a avec ces paysages, les brumes, les ruisseaux, les plateaux, les forêts. Et vraiment, les personnages, les révoltés, vont faire corps avec ce paysage. Bon, aujourd'hui, on dit qu'un film historique parle autant de l'époque dans laquelle il est tourné que de l'histoire qu'il raconte, que de l'histoire représentée. Eh bien, les Camisards, à mon sens, n'échappent absolument pas à cette analyse. Et on ne peut pas s'empêcher, en regardant ces jeunes gens et ces jeunes femmes de cette époque, de ces révoltés qui mènent combat et vie commune, d'y voir en creux mai 68. Hein, je vous rappelle qu'il tourne en 70. Par exemple, cette scène que j'ai montrée avec les jeunes gens au ruisseau, vous le verrez tout à l'heure. Ah non, on ne l'a pas mise en fait. Ou dans les prêches, avec une liberté des corps qui est peut-être un petit peu... fantasmé, on va dire, hein, bien plus fantasmé que réel. On ne peut pas aussi ne pas penser à la rébellion et la guerre d'Algérie, bien entendu, qui est encore toute proche. D'ailleurs, ces jeunes gens, excepté Jacques Debarry, acteur de théâtre, qui vient d'ailleurs du théâtre de Planchon, que vous avez peut-être vu dans les séries, comment ça s'appelle, les séries... Donc, il est plus vieux, lui, il vient du TNP. Tous ces jeunes gens viennent du théâtre contemporain de l'époque, vraiment. Rufus, Gérard Desarthes, Philippe Clévenot, dont j'ai parlé, mais aussi quelqu'un qu'on connaît mieux en région, Olivier Perrier, qui a créé le théâtre des Fédérés entre Hérisson et Montluçon, Dominique Labourier, qu'on verra tout à l'heure dans les extraits, Jean-Pierre Vincent, Jean Benguigui, ça vous dit peut-être quelque chose. Et puis, il y a les acteurs de la vieille dame, Malcari Bosca, Jean Bouise, grand homme de théâtre, acteur de Planchon. Et puis, amorce de ce travail qu'il va faire avec des non-acteurs, il va travailler évidemment avec des figurants locaux, beaucoup. Alors là, vous avez également des planches de tournage, dont des plans. C'est l'arrestation du subdélégué en bas. On ne verra pas l'extrait, mais voilà. Et deux extraits, des Camisards. Sept fois le jour, je te célèbre, ô Éternel. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui suivent ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Mais je hais les hommes indécis. Je déteste le mensonge. Et j'aime ta loi.
L'esprit vient de parler. Vous êtes envoyé pour venger ce qu'on a roué, pendu, envoyé aux galères. Vous n'avez plus rien. Les papistes vous ont tout pris. Ils ont fait renoncer vos pères à leur religion par le ministère des soldats et des supplices. Ils ont rasé vos temples. Ils vous ont mis le prêtre sur le dos comme autant de vermine pour se nourrir de vous. Levez l'impôt, vous espionner et enrôler de force les plus résolus. Et maintenant, vous êtes sans souliers et sans habits. Et vous n'avez plus que vos chemises. Vous êtes proscrits. Les galères, la potence et la roue vous attendent. Allez-vous mourir comme des lâches? Autant acheter avec votre sang les précieuses libertés qu'on a prises à vos pères. Si nous sommes résolus, on nous suivra. Si nous sommes persécutés, on nous aimera. Nous gagnerons de nouvelles recrues. De la nourriture, vous en trouverez dans les villages. Des vêtements, des fusils, vous en trouverez chez les prêtres. Ou sur le corps des soldats du roi. Je partis de chez mon frère une après-midi de la mi-août de l'année 1702. Je me souviens qu'en marchant, je pensais que nos ennemis blâmeraient ma conduite et m'accuseraient de m'être jeté parmi les révoltés par fainéantise ou pour de mauvaises affaires. Mais je n'avais pas de mauvaises affaires. J'étais aimé parmi mes compatriotes et si j'avais contracté quelques dettes, je les avais acquittées toutes avant de partir. J'avais rendu la dot de mon épouse et j'avais abandonné encore 7 louis d'or entre les mains de mon beau-père. J'avais abandonné aussi les 2 terres que j'avais défrichées et semées et que j'avais gagnées à la sueur de mon visage. Ce n'était donc ni par dépit, ni par fainéantise que j'avais pris mon parti, et au contraire, pour la première fois, je ressentis dans mon cœur une grande paix. En 1973, sort Rude journée pour la reine, avec Simone Signoret, que vous voyez ici, et il est en pleine... Quand il est en pleine écriture de ce film, il lit Le Conteur de Walter Benjamin ou L'eau et les rêves de Bachelard. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il souhaite, à travers ses lectures, rendre compte du télescopage des registres de la conscience. Il va donc créer un personnage de femme, interprété par Simone Signoret, donc d'une 50aine d'années, Jeanne, qui vit avec Albert, Jacques de Barry, qui a déjà un fils d'une précédente union, donc Julien, qui est interprété par Olivier Perrier. Ils vivent dans un petit pavillon de banlieue avec les parents de Jeanne et la belle-mère et la mère d'Albert. Et Jeanne va être tiraillée entre son quotidien et ses rêves, celui de devenir reine, par exemple. Un jour, ils apprennent l'arrestation de Julien et pendant 1 an, Albert refuse d'avoir des nouvelles de ce fils, d'autant plus qu'il vient d'avoir un enfant avec une jeune fille qui est la fille du buraliste du coin, qui appartient, elle, plutôt milieu petite classe moyenne. Mais Jeanne va refuser de suivre le diktat d'Albert et contre lui, elle va décider d'aider Julien quand il sort de prison à partir avec son enfant et sa compagne sans éveiller les soupçons. Mais Jeanne doit dépasser ses frayeurs et échapper à sa vie conditionnée par le travail. Elle le fait grâce à ses fantasmes. Et ces fantasmes qui sont issus des représentations des journaux à sensation ou mondains, aujourd'hui on dirait les tabloïds. Et le film est construit autour de jeux constants entre échapper dans l'imaginaire et les retours brutaux dans le réel, réel difficile pour une femme de ménage. Et pour écrire ce scénario, Alliot s'est entouré d'un homme de théâtre qui s'appelle Bernard Chartreux, mais surtout va constituer un dossier documentaire constitué de nombreuses interviews réalisées par Jeannine Père, qui est d'ailleurs la femme de Jacques de Barry, qui interprète le personnage âgé des Camisards, et d'Annie Perrier, la femme d'Olivier Perrier de l'époque, menant des interviews de femmes de ménage ou de jeunes gens en prison, par exemple. Et ces interviews vont bien entendu irriguer le film, tout en n'étant pas de simples plaquages, en quelque sorte. De plus, il va laisser une immense liberté d'action à ses acteurs et ses actrices pendant le tournage. Jeanne est interprétée par Simone Signoret, mais était déjà pressentie Isabelle Sadoyan, qui était la compagne de Jean Bouise. Et puis, elle avait refusé, et elle ne faisait pas beaucoup de théâtre à l'époque,
Elle jouait dans Les Camisards, mais un petit rôle. Et la proposition du rôle avait été faite à Annie Girardot, qui a refusé également. Et c'est Signoret qui va accepter de faire le film et qui d'ailleurs prêtera de l'argent à René. Alors René n'avait jamais d'argent pour la dernière semaine de tournage, car le film rencontrera lui aussi de grosses difficultés. Voilà donc une de ces scènes fantasmées. Et le film va vraiment mélanger les genres, policier, espionnage, faits divers, film romantique à la Sissi, etc. Et dans la séquence d'ouverture, juste avant les extraits qu'on va passer, Jeanne et sa famille se sont rendus au château de Versailles avec les parents. Et Jeanne va se rêver en reine dans un univers absolument stéréotypé. Dans cet univers-là, elle acquiert la force qui va l'aider à prendre des décisions dans le réel. Fromage Porto, Porto fromage, rien d'autre. Une semaine sur deux, comme Juliana. Bien. Quelle élégance. C'est mon fils. Tu penses à l'enfant des fois? On l'appellera Albert. Film tourné en 75 et sorti en 76. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur, mon frère. En effet, au début des années 70, Michel Foucault, qui est philosophe, historien et professeur au Collège de France, réunit autour de lui, dans le cadre de son futur livre « Surveiller et punir », qui sortira en 75, je pense, il réunit un ensemble d'historiens et d'historiennes pour étudier un mémoire que Jean-Pierre Péter, un des leurs, d'un de ces jeunes historiens, a trouvé dans les archives du Calvados, un mémoire de 40 pages. C'est un texte qui a été écrit dans la maison d'arrêt de Vire, dans le Calvados, par un jeune paysan meurtrier donc de sa mère, de sa sœur et de son frère. On est en juillet 1835, c'est la monarchie de Juillet, depuis les Trois Glorieuses, donc depuis 5 ans. Et ce mémoire de 40 pages, dans lequel il explique son geste, est d'une extraordinaire qualité littéraire. Il n'y a pas de ponctuation, mais c'est une langue absolument limpide et riche, ce qui est vraiment exceptionnel. Et Foucault, passionné par ce texte, dira « Du meurtre naît un intellectuel ». Et Foucault décide d'en tirer un ouvrage. Cet ouvrage, c'est Gallimard, dans la collection Archives que vous avez à droite, qui constitue ce qu'on appellera le dossier Pierre Rivière, auquel sont ajoutés non seulement le mémoire, mais également des écrits des juristes, des notables, des médecins et également des paysans du coin qui vont témoigner. À noter que c'est le livre de travail d'Alliot avec des annotations, des pages, enfin c'est vraiment un document exceptionnel. Début 1974, René Alliot prend connaissance du livre de Foucault et son équipe et il est vraiment lui aussi fasciné par ce texte écrit donc par un jeune paysan, milieu populaire donc, c'est toujours dans cette démarche-là, mais qui laisse lui une trace et ça c'est exceptionnel. Et il décide de transposer cette affaire à l'écran et il va rédiger le scénario avec Toubiana, Serge Toubiana, qui était responsable de la Cinémathèque, Pascal Bonizère, qui est devenu aussi cinéaste, et Bernard Chartreux. C'est un film insolite. L'un de ses apports essentiels est d'avoir replacé les phrases écrites dans le mémoire et les propos des témoins dans la bouche des paysans de Normandie, qui vivent à proximité du lieu où s'est produit le drame, près de 150 ans après. 150 ans avant, pardon. Ils sauront alors, imagine Alliot, en réactivant la mémoire collective, effectuer les gestes, réinventer en quelque sorte les rythmes, retrouver les intonations, les accents, les phrases, le phrasé de leurs ancêtres. Tous les paysans vont donc être des non-professionnels. Je voudrais noter au passage que 2 de ses assistants vont être Nicolas Philibert,
documentariste que vous connaissez bien, qui a tourné d'ailleurs à Saint-Étienne du son Être et avoir. Et puis Gérard Mordillat, qui était venu il y a quelques années ici présenter son livre Être et avoir. Tous les paysans sont donc des paysans non professionnels et je vais passer une petite archive avec deux archives. L'une, c'est un entretien de Michel Foucault avec François Châtelet et le deuxième, René Alliot lui-même avec Claude Hébert qui va interpréter, donc qui est un jeune paysan, il est en formation, Claude Hébert. Bon, j'ai beaucoup aimé le film d'Alliot. Moi aussi, oui. Et toi qui as participé au dossier, qu'en penses-tu? Comment réagis-tu? Comment as-tu pris la transposition en images de ces personnages que tu as vu, toi, apparaître progressivement à partir des textes? Oui, tu vois, moi, enfin, je n'ai aucunement participé à l'élaboration du film. Ce n'est pas du tout que je m'en désolidarise, au contraire. Mais enfin, mon jeu, c'était un petit peu en publiant ce texte, de dire à qui voulait, médecin, psychiatre, psychanalyste, commentateur, cinéaste, homme de théâtre, ben, faites-en ce que vous voulez maintenant. Bon, Alliot en a fait ce qu'il a voulu, et je crois qu'il a fait quelque chose non seulement de bien, mais de grand et d'important. Bon, d'abord, bien sûr, le fait d'avoir fait jouer cela sur les lieux mêmes par des acteurs amateurs qui étaient des paysans absolument semblables à ceux qui étaient contemporains de l'histoire. Je dirais presque par les mêmes personnes. Et le personnage qui joue Pierre Rivière, l'acteur qui joue Pierre Rivière, Claude Hébert, est en un sens le plus proche possible de ce qu'a pu être Pierre Rivière. Alors, ce retour de l'histoire à ses conditions historiques réelles, par l'intermédiaire du film, me paraît très important. Le film n'a pas éloigné l'histoire de ce qu'elle a été, le film au contraire a permis que l'histoire revienne à son point de départ. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que si les paysans qui ont joué dans le film ont mis en œuvre en travaillant quelque chose que souvent les artistes croient les seuls à posséder, qui sont un trésor qui dort en chacun de nous, c'est-à-dire une capacité de jouer, d'imaginer, d'inventer, de se servir de son expérience de la vie, d'émotions passées pour les faire revivre pour le plaisir des autres. Ils ne l'ont fait que, évidemment, dans la mesure où ce qu'ils représentaient, c'était quelque chose qui leur renvoyait à leur propre expérience. Oui, je vais poser la question. Je me trouvais en tant que fils d'agriculteur pour ma part et agriculteur pour restituer ce climat. Et quelque part, c'était la première fois qu'on nous redonnait la parole au cinéma. Et donc, tous les éléments qui faisaient partie de notre vie, on les a redonnés pour ce film. Ils ont vécu, enfin, les paysans qui étaient avec moi et moi-même, on l'a vécu pleinement, intensément, avec joie. Claude Hébert, donc, qui témoigne ici, fera d'ailleurs un petit peu de cinéma et du théâtre par la suite avec Jacques Doyon sur La Drôlesse. Et puis, il partira, il deviendra prêtre en Haïti. Voilà. Et lorsque Nicolas Philibert fera son film qu'il appellera Retour en Normandie, où il va sur les lieux où il a été lui-même assistant d'Alliot avec Mordillat, il va retrouver les anciens acteurs qui sont devenus, bien sûr, pour les jeunes, devenus très grands. Il va aussi retrouver Claude Hébert qui témoignera dans son film qui s'appelle Retour en Normandie, qui est en 2006, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Donc les paysans sont joués par des non-professionnels et les propos des médecins, des juristes, des magistrats, etc., eux, sont tous par contre interprétés par des vrais notables, y compris Foucault, à qui il avait donné un petit rôle, mais il sera coupé au montage. Du coup, c'est un film polyphonique où les points de vue s'entrechoquent, sont contradictoires, et pour le public, il s'agit de se rendre compte de la fragilité des témoignages, bien sûr. C'est un film vraiment novateur et ambitieux qui bénéficie à sa sortie d'une critique élogieuse, mais là encore, la distribution sera absolument dramatique. Pour Alliot, il fallait opposer à une vision de la paysannerie issue de la littérature du XIXe siècle, qui fait souvent du paysan un sauvage, qui fait peur, qu'on voit de loin un peu comme une bête sauvage. Alliot voulait vraiment les faire émerger réellement à travers leur propre discours.
Et cette tragédie était vraiment une tragédie du droit. En effet, tout au long de leur vie, l'homme et la femme du couple non seulement s'arrachent les enfants, mais aussi s'acharnent à faire reconnaître leurs biens propres, leurs biens respectifs. Et ce double pour la femme, bon, on ne le verra peut-être pas à travers les extraits, mais de la tragédie des naissances, pas forcément désirée, et sa lutte acharnée pour vivre dans ses biens, selon son choix, ce qui à l'époque et dans ce milieu est véritablement inconcevable. Et dernière chose, c'est que le film prend en charge également la question de la parole médicale et l'irruption de la psychiatrie, bien sûr, au XIXe siècle. Alors voilà quelques extraits. Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Non, c'est pas possible. Oh Laurent. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. J'ai été témoin de la plus grande partie de ces faits, et qui sont écrits sur la fin de cette histoire. Pour ce qui est du commencement, je l'ai entendu raconter à mon père. Après cela, je dirai comment je me suis résolu à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je dirai ce qui se passa en moi après avoir fait cette action, la vie que je menais, les endroits par où j'ai été depuis le crime jusqu'à mon arrestation et quelles furent les résolutions que je pris. Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, car je ne sais que lire et écrire. Mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande. Et j'ai tout écrit du mieux que je puis. Je dirai ici la vie que ma mère menait avec ses parents. Tous les jours, elle disputait avec sa mère. Mon père avait beau lui remontrer qu'il fallait la respecter, c'était en vain. J'étais témoin de toutes ces disputes, et je puis dire que je n'avais pas grand attachement pour ma mère. J'aimais bien plus mon grand-père et ma grand-mère, surtout mon grand-père. Il faisait la profession de charpentier, mais il n'allait plus à journée et restait dans sa boutique. Il paraît que plusieurs de ses voisins lui auraient vu faire à différentes époques des actes qui indiqueraient un état d'aliénation mentale. Mais l'accusé m'avait toujours paru d'un naturel fort doux. Il passait pour idiot dans le village, et même dans toute la paroisse, mais je ne le croyais pas tel. Je lui ai toujours attribué, au contraire, une aptitude pour la science. Et il avait une mémoire prodigieuse. Mon père prenait tous les soins possibles pour tâcher d'avoir la paix et la tranquillité avec ma mère. Il allait tuer et saler son cochon.
Il lui achetait des vaches qu'il vendait quand il fallait, et il se rendait compte sou pour sou. Mais tous les marchés qu'il faisait pour elle, elle n'en trouvait pas un de bien fait. Quand il achetait, c'était toujours trop cher, et quand il vendait, c'était toujours trop bon marché. J'en arrive aux dernières années de leur mariage, à la fin de 1832. En 1983, Alliot tourne Le Matelot 512, qui sortira l'année d'après. C'est l'époque du Centre méditerranéen de création cinématographique de Vitrolles, j'en parlerai tout à l'heure. Et toujours dans le souci de recueillir la parole populaire, Alliot fait alors qu'il est installé à Marseille, au CMCC, il fait appel à la population en demandant de lui raconter des histoires du lieu. Et il reçoit un jour d'un patron de bistrot qui s'appelait Émile Guinde un manuscrit absolument émaillé de dessins, de découpages, etc. Un texte manuscrit illustré un petit peu comme un album. Et à partir de ce matériau, il va concevoir donc le film Un matelot 512. Alors, le bateau 512, ce sont les aventures rocambolesques de Max, qui en 1907 s'engage dans la marine sous le numéro 512, et à Lorient, il devient ordonnance d'un commandant. Entre-temps, il avait engrossé la bonne Colette, puis il devient l'amant de la commandante. Vous voyez un peu tous les ingrédients de ce type de récit. Et s'ensuivent de multiples péripéties. Alors, il y a dénonciation, une fuite, un meurtre, un engagement dans la Légion. Et puis, il y a la grande histoire. Envoyé donc au front en 1914, il retrouvera Mireille, la commandante, mais il finira par épouser Colette. Voilà quelques planches du storyboard. Alors, un storyboard, vous savez ce que c'est? C'est les dessins plan par plan que certains réalisateurs font. René a toujours dessiné, évidemment, quand il tourne, mais il n'avait jamais fait de storyboard à proprement parler. Et encore une fois, parce qu'il avait du mal à trouver des financements et à convaincre les financeurs, il a réalisé un storyboard, pas tout à fait complet d'ailleurs, et qui a été racheté par le Musée d'Histoire de Marseille. Mais Alliot dira toujours, la geste artistique que j'ai mis dans ce storyboard, finalement, ça m'a un petit peu asséché au tournage. J'avais mis un peu tout mon va-tout artistique dans ce storyboard, et puis j'ai été un petit peu plus ligoté en quelque sorte au tournage. Je n'ai pas mis d'extrait du film, mais j'ai mis d'extrait d'un de ses assistants qui a travaillé sur le film, qui s'appelle Jean-Claude Blois, et qui a réalisé un film de tournage qui est très joli, qui s'appelle Pile ou Face, c'est-à-dire les coulisses et le film. En voilà quelques extraits. Avance, voilà. Lieutenant, le commissaire ici présent voudrait vous poser quelques questions. Y a-t-il un endroit où on pourrait parler calmement? Plus près, la chaloupe, plus près! Mais pourquoi elle repart? Plus près! Coupez! Liberté, le Danton, la patrie, les plus beaux cuirassés français. Le ventilo, les vagues, s'il vous plaît, les vagues. Les vagues, ne mollissez pas. Le vent, le ventilo, le vent. Fumée. Vas-y, Fernand, la fumée, la fumée. New York. On peut amener New York? Fumée. La brume sur la rade de New York. Vas-y, Fernand. Bon, voilà.
Mathieu 512, on le trouve également dans le coffret dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. On arrive à mon chouchou, parce qu'il a été tourné en Bourbonnais. C'est Un médecin des Lumières. C'est un film qui est sorti donc en 1988, tourné en 86 dans la région donc d'Hérisson. J'en parlais tout à l'heure. C'est un film de 4 heures, donc c'est tourné vers la télévision, qui sortira en 3 épisodes en novembre et décembre 88, 3 épisodes donc d'1h20. Il se trouve que dans les années 70, il avait lu l'histoire de la France rurale de Georges Duby. Vous connaissez le grand historien médiéviste, et Henri Vallon, qui publie l'histoire de la France rurale donc en 3 tomes, qui couvre un millénaire. Et à partir de cette œuvre, en 78, Alliot conçoit une constellation de films télévisés de toute nature, des documentaires, des films d'animation, des monographies, etc. Et parmi eux, René avait, avec son coéquipier Jean Jourdeuil, dont j'ai parlé tout à l'heure, le traducteur de Brecht, ils avaient eu une première idée de film sur l'histoire de la médecine. Mais tous ces projets, je le répète, donc c'était dans les années 70, sont tombés à l'eau. En 85, détachés en quelque sorte des contingences des futures manifestations autour du bicentenaire de la Révolution française, les 2 hommes, donc Alliot et Jourdeuil, reprennent leurs notes et reprennent leur travail avec l'idée de recentrer cette fois le scénario sur le personnage d'un médecin de campagne dont l'historien qu'on avait déjà trouvé sur Pierre Rivière, qui avait débusqué ce fameux manuscrit de Pierre Rivière, leur avait parlé. Et donc, ils envisagent de faire un film sur ce médecin. Donc, comme je l'ai dit, l'échec, donc, il n'a pas eu l'avance sur recette. Ils n'ont pas eu l'avance sur recette, et donc ils se sont tournés vers la télévision. Et il se trouve que Georges Duby, qui aimait beaucoup le travail d'Alliot, à ce moment-là présidait le conseil de surveillance de l'époque, et il s'est tourné vers la 7 et vers FR3. Et donc, les 2 scénaristes imaginent un médecin, un jeune médecin, Simon Bertini, s'appelle aussi Bertini, comme la vieille dame, mais là c'est avec un Y, la vieille dame c'était avec un I, qui 13 ans avant la Révolution française est envoyé dans le Bourbonnais, au cœur, donc, à la lisière de la forêt de Troncet, comme par hasard, là à Hérisson, là où les fédérés, évidemment, ont bâti leur théâtre et leur festival. Donc, l'argument du film, en 1776, Simon Bertini, après des études de médecine à Montpellier, succède à son oncle à Hérisson, ça c'est l'histoire. Il est nommé médecin des épidémies par l'Académie royale de médecine, et il est un adepte des idées des Lumières, mais il entend vivre près de la nature et il veut introduire des méthodes nouvelles, en particulier pour les accouchements. Mais il va se heurter aux paysans qui répugnent à abandonner leurs pratiques ancestrales, et en particulier les pratiques des femmes matrones qui assurent les accouchements et qui refusent bien entendu d'être dépossédées de leur savoir. Il se heurte également au chirurgien barbier, celui qui assurait les soins, mais qui n'est pas sa spécialité bien sûr. Mais il se heurte aussi au comte des lieux qui, bien couvert à certains changements, comme certains nobles de l'époque, ne veut pas renoncer du tout à ses privilèges. Donc, délégué de l'Académie royale de médecine, je l'ai dit, Simon Bertini veut introduire ces méthodes médicales nouvelles, adossé aux idées des Lumières. Alliot campe un médecin quand même un peu trop raide dans ses convictions, mais finalement que le pragmatisme du terrain va véritablement ébranler. Sur ce terrain, je l'ai dit, le comte règne en maître et les rapports sociaux, encore féodaux, sont là, mais un vent nouveau va souffler. Et les idées des Lumières sont en arrière-plan. Si elles animent Simon, elles ne sont pas inconnues des nobles qui les rejettent ou s'y frottent. Et Simon doit trouver sa place entre conviction et doute. C'est un film très documenté sur l'époque. Il retrouve là Jean-Pierre Péter, qui va évidemment le renseigner énormément sur l'histoire de la médecine, mais également Arlette Farge qu'on retrouvera pour Transit, Jacques Gélis, qui a beaucoup travaillé sur les accouchements, bon, peu importe. Nombreuses sont les références également littéraires et picturales. On retrouve bien là le peintre, Le Nain, Fantin-Latour, Chardin, Fragonard, par exemple. Mais Alliot craint la sécheresse d'une simple chronique et il refuse de réaliser un catalogue historique. Il refuse absolument de faire une reconstitution. Aussi, le matériau romanesque va être au cœur de son projet. Et les scénaristes, donc Jourdeuil et lui, vont s'intéresser au destin et aux relations de leurs protagonistes. Il y aura entre autres, et nous voilà en plein cœur des émotions qui
qui, disait-il, avec sa période de Brecht, refusait longtemps. Il y aurait une histoire d'amour entre Simon et la comtesse. D'ailleurs, les historiens qui étaient à côté de lui, Peter et Arlette Farge, lui disaient là, tu vas un petit peu loin parce que tu sais une comtesse avec un roturier. On n'a pas trouvé trop ça dans les archives. Qu'à cela ne tienne, on introduit une histoire d'amour. Et puis, irruption également d'une épidémie. Évidemment, ça, c'est au cœur du film. Également, les doutes du médecin lorsque l'accouchement d'une paysanne qui l'assiste se termine mal, bien sûr. Et tout au long du film, véritablement, je vais parler des femmes tout à l'heure, court le mystère des corps des femmes. D'ailleurs, la dramaturgie du film ne cache absolument pas les parts d'ombre de ce siècle, des Lumières, dit des Lumières. Les partis pris esthétiques du film, on le verra, en rendent compte. Le noir, les bougies, disait je veux donner au film sa part d'ombre. Hein. Et le film donc n'a aussi pas de pudeur du tout dans la mise en scène de la misère sociale, la misère intellectuelle et morale et de la souffrance humaine. On le verra dans la scène, dans la séquence du blessé. Certaines scènes d'accouchement, de malades touchés par l'épidémie ou l'accident sont très crues, vous le verrez. Simon Bertini, je pense, est absolument un double d'Alliot. Hein. La force qui anime Simon est que l'être humain agit sous l'aiguillon du désir, du changement pour lui-même et pour les autres, mais qu'il n'arrête pas d'être empêtré dans ses contradictions. Eh bien, monsieur Bertini, ne vouliez-vous pas apprécier notre petite opération? Je vous assure que Chapendu est un habile chirurgien. Pour les animaux, j'entends. Je dois vous dire que j'en ai disséqué plus d'un. Eh bien, nous allons chasser demain. Et Chapendu nous a promis un beau sanglier. Puisque vous avez maintenant une excellente monture, pourquoi ne pas venir avec nous? J'ai bien peur de... Laissez. Monsieur est botaniste. Par le dragon invisible de ses entrailles est sorti. Et à Dieu fit grande requête quand on allait couper ta tête, en demandant que toute femme, grosse d'enfant, qui à toi d'âme, d'un cœur dévot en retour, en implorant ton bon secours, que Dieu du péril la garda, Louise, que les points ne il a dit au bain-marie, Lucas, à ta place. j'honorerai que Dieu veuille pour moi prier, Marianne. et doucement le supplier, Le feu. par pitié me réconforte des douleurs qu'il faut que je porte, et sans peine d'âme et de corps, fasse aller mon enfant dehors, sain et sauf, et que je le vois, baptisé. Êtes-vous perdu? Mais pas du tout. C'est le père de ce garçon qui s'est blessé au Pré-Marseille avec une fourche. Je traverse par le plus court. On n'a pas trouvé le chirurgien. Si vous permettez, j'aurais volontiers pour votre expérience la curiosité que vous n'avez pas eue pour la mienne. Puis-je vous accompagner? Mais certainement. Il faut seulement se hâter. Sans vous offenser, monsieur. C'est monsieur Dubois que nous avons demandé d'aller chercher à Pierrot. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Vous êtes le père Cornet, n'est-ce pas? Eh bien, Cornet, on n'a pas trouvé, monsieur Dubois. Et heureusement pour votre fils, monsieur Bertini est médecin. Il faut le laisser faire. Il y a trop de monde ici, il faut de l'air pour les malades. Sortez tous, sauf les proches parents. Sortez! Allez. C'est la mère et la femme du blessé. Faites chauffer de l'eau dans un chaudron propre. Nettoyez-moi la table. Et si vous avez quelques linges. Faites ce qu'il dit. Je vous ai dit qu'il faut de l'air. Oui, la nature humaine est perfectible. Et c'est bien ce qui nous distingue des animaux. Voulez-vous dire que vous vous sentez capable non seulement de guérir les hommes, mais encore de les faire changer? Charmante utopie. Il m'étonnerait fort que vous trouviez semblable à vous, le paysan que je vous ai vu soigner. Et quel mal y aurait-il à songer à soi au milieu des autres, à vouloir être heureux, à jouir des voluptés de la vie? À condition que l'on sache que l'amour du bonheur a des lois qui ne sont que les inclinations de la nature. Et nous commande aussi des devoirs. Je vous trouve bien audacieux. Il faut prendre l'homme comme il est, la vie comme elle va. Alors, autre époque, début des années 80, en fait, pendant longtemps, Alliot constate un peu sa solitude dans le travail cinématographique, qui contraste avec le travail théâtral.
Et en plus, il n'est pas du sérail, comme je vous l'ai dit, il n'est pas un héritier, il n'est pas parisien. Et à la fin des années 70, Alliot découvre à Vitrolles, donc dans la périphérie de Marseille, un ancien domaine agricole reconverti en centre culturel, le domaine de Fontblanche. Et là, un de ces projets mûris de longue date voit le jour. Ce sera le Centre méditerranéen de création cinématographique, dont il sera le directeur de 79 à 85. C'est dans ce cadre-là qu'il réalise donc, le Matelot 512. Donc dans le Midi, il va être aidé par les instances politiques locales. Je vous rappelle que Gaston Defer est maire à l'époque, Michel Peuzet au conseil départemental, et bientôt en 81, la gauche sera au pouvoir en France. Et il va créer dans sa région ce centre extrêmement novateur. C'est un peu l'équivalent de la décentralisation théâtrale des années 50-60, mais dans le domaine du cinéma. Alors voilà ce qu'il en dit. Favoriser les recherches et les créations des cinéastes régionaux, mettre à leur disposition un minimum d'équipements techniques, trop tard jusqu'ici dans la région, entre autres, déboucher sur la réalisation d'œuvres financées et exploitées sur le marché télévisuel et cinématographique international, devenir pour les créateurs un lieu de rencontre, d'échange et de réflexion. Fournir sous forme de film telle contribution qui pourrait être utile à la collectivité régionale, etc. etc. Il va mettre le pied avec ce dispositif du CMCC, il va mettre le pied à l'étrier à de nombreux cinéastes et nombreuses cinéastes, en particulier Robert Guédiguian, jeune, qui est ici. Jean-Pierre Denis, ça vous dit peut-être quelque chose. Chandonneur, Pomme Mève, Gisèle Cavalli, Alain Huguetto. Le Parc Livre de la Forez a diffusé un de ses films qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est un film d'animation en pâte à modeler. Et la voix off de la mère est faite par Ariane Ascaride, qui était hier à Cournon pour un magnifique spectacle. Nombreux cinéastes, et non seulement donc il va aider ces cinéastes à travailler en région, mais il va également inviter des critiques, ce qu'on appelle les rencontres cinématographiques de Fontblanche. Il y en aura plein de sessions dans le début des années 80, et il va inviter des gens comme Bonizère, Alain Bergala, enfin bon, des gens de critiques de l'époque, mais également des cinéastes. Bon, vous connaissez Youssef Chahine, par exemple, Manuel de Oliveira, le portugais, ou Chantal Ackerman, Godard, il sera aussi, et des actrices à noter, Delphine Seyrig qui sera aux rencontres de Fontblanche. Donc, dans le cadre, ça lui était un petit peu imposé. Lui, il aurait voulu faire un travail, plus dans la précarité pour rassembler l'argent de ce film pour le Matelot 512 dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on l'a un peu obligé, en quelque sorte, les instances locales à s'appuyer, à s'adosser sur le centre de cinéma pour financer son film. Et comme ce sera, je dirais, un échec commercial, eh bien, le CMCC va sombrer avec lui. Je l'ai dit, il a été également créateur de théâtre ou rénovateur de théâtre et de musées, autre aspect, autre volet de son œuvre. En particulier ici, le théâtre d'Hammamet en Tunisie, une 50aine de kilomètres au sud de Tunis, un théâtre en plein air. Dans les années 60, Alliot était devenu ami avec Paul Chemetov. Paul Chemetov, vous voyez qui c'est l'architecte du ministère des Finances, le paquebot au-dessus de la Seine, et qui était, lui, associé avec d'autres architectes dans le cadre d'une agence qui s'appelait l'AUA, Agence d'urbanisme et d'architecture. Donc, il travaillait autour d'un projet, de tas de projets de maisons de la culture. Donc, ce théâtre en rond, il va le réaliser avec Chemetov, pour la toute jeune République tunisienne, en 1964. Autre réalisation, il va rénover donc le théâtre de la Ville, devenu à nouveau le nouveau théâtre de la Ville, place du Châtelet à Paris, en face du Châtelet. Et puis, début des années 70, il rénove le théâtre de la commune d'Aubervilliers, que Sylvie Ducato, qui est adjointe à la culture, doit bien connaître. Et puis, il y a eu d'autres projets, de maisons de la culture. Ensuite, il va travailler toujours avec Paul Chemetov et son équipe à la rénovation de la grande galerie de zoologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris,
qui deviendra la Grande Galerie de l'Évolution. En 87, en effet, l'AUA, dont j'ai parlé tout à l'heure, cette agence, avec Borja Huidobro, c'est un architecte chilien, et Roberto Benavente, ils sont choisis à l'issue d'un concours pour la remise en état de cette galerie qui avait été fermée depuis 20 ans. Donc la verrière, c'est une verrière qui était absolument opacifiée par la mousse. Les animaux naturalisés étaient, comme vous voyez, recouverts de poussière. Et il faut attendre 1989 pour que le projet soit confirmé et sous le gouvernement Rocard et la direction d'Émile Biasini. L'ancienne muséographie, on l'a aperçu un petit peu sur la précédente diapo, elle reposait sur le regroupement des espèces ou des genres, souvent empilés sur des estrades ou dans des vitrines. Or, le nouveau programme scientifique va confirmer le choix évolution des espèces. Donc il y a eu des débats très très important, parfois houleux, entre les scientifiques et les décideurs. Et le nom, finalement, a été donné à Grande Galerie de l'Évolution. Il y aura 4 actes dans cette évolution: diversité du vivant, histoire de la vie, mécanisme et théorie de l'évolution et relation entre l'homme et la nature. Au passage, et je vais lui rendre hommage, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une grande scientifique qui a fait emporter le morceau avec tous les autres scientifiques. Elle s'appelait Geneviève Meurgue. Elle était entomologiste, et avec René Alliot, ils ont fait la paire, c'est-à-dire elle, la scientifique, et lui l'artiste, pour imposer des vues qui, évidemment, vont faire date ensuite. Voilà. Et donc, ils vont mettre 5 ans à mettre au point le projet, le construire, et proposer une nouvelle muséographie. Et celle-là, je peux vous dire, elle fait encore référence musée dans le monde et en France. La Grande Galerie est inaugurée en juin 1994, vous le connaissez sans doute. Des espaces ont été gagnés dans les fondations, dans les sous-sols, parce que, ça c'est la grande découverte de Chemetov, les fondations étaient extrêmement solides, donc ils ont pu récupérer cet espace pour des expositions permanentes ou occasionnelles. Et on doit à Alliot, homme de théâtre, la conception de la Grande Caravane. Alors, pas de reproduction du réel ici, parce que herbivores et carnassiers cohabitent. Les espèces se suivent dans un grand défilé imaginaire. Et en figurant, bien évidemment, ça c'est sa patte artistique, en figurant les animaux en marche, en évolution en quelque sorte, sans réalisme, c'est l'esthétique qui va primer. On l'aperçoit, voilà, on la voit mieux ici, la Grande Verrière. René Alliot je vais parler d'écrivain tout à l'heure, mais va écrire des textes théoriques là-dessus, sur le son et la lumière. Et en homme de théâtre, il va avoir l'idée de non pas récupérer la verrière comme tout le monde avait pensé dans les autres projets, c'est-à-dire la désopacifier et la remettre à la lumière, mais au contraire d'en faire une sorte de verrière de théâtre, de ciel fictif, et qu'il va imaginer avec des simulations de lumière et de son. Ce qu'il va appeler le ciel actif, c'est-à-dire c'est un faux ciel où il y aura des fausses journées, une aube, un zénith, un crépuscule, et avec des lumières. Et puis, ajouter à cela, il faut un petit peu là aussi d'émotion, donc il y aura de l'orage, il y aura des ondées, et à ce grand espace de la Grande Verrière, il va ajouter de la musique, une musique qui va commander à Georges Boeuf, un musicien du groupe expérimental de Marseille, Georges Boeuf, à qui il avait commandé la musique du Messin et Lumière. Donc vous voyez, il travaille beaucoup en équipe. Quant au son, proche des animaux, des groupes d'animaux, ce sont par contre des enregistrements réels. Donc quand vous vous approchez, alors je ne sais pas où c'en est en ce moment, pour ceux qui sont allés récemment, quand vous approchez vraiment des animaux, là vous avez des sons pris, enregistrés, des bruits d'animaux. Quant aux vitrines, elles sont revisitées, là encore, sous l'angle esthétique et pas simplement informatif, parce que jusqu'alors, c'était plutôt l'information et la succession d'informations qui primaient. Donc avec Geneviève Meurgue, il fallait les voir en train de disposer des papillons et de les épingler dans les vitrines en fonction des couleurs, etc. Enfin, c'était assez étonnant à voir. D'ailleurs, là encore, il va faire appel à
à Nicolas Philibert pour réaliser à partir de la... lorsque tout sera en place, les animaux seront dépoussiérés, etc., pour faire un film sur cette re-rentrée des animaux et dans ce nouvel espace, à Nicolas Philibert qui appellera son film « Un animal, des animaux ». Vous l'avez peut-être déjà vu. Autre aspect donc d'Alliot, et non des moindres, écrivain, je viens de le dire, il a écrit donc des scénarios, il a écrit des textes théoriques pour le théâtre, il a écrit des textes théoriques pour des sons et lumières, dont j'ai parlé à l'instant. Certains de ses écrits vont être édités chez Actes Sud, en particulier le texte de l'heure exquise avec d'autres, et Un médecin des Lumières, qui aura d'ailleurs une destinée aussi en Allemagne. Et puis, grosse affaire aussi pour son écriture, il écrit dans des carnets, toute sa vie, il a écrit dans des carnets. Vous avez ici 2 pages facsimilées, un à gauche qui parle du producteur toscan du Plantier, et là, un critique de cinéma, De Antonio, peu importe. En tout cas, de 1958 à sa mort, René Alliot écrit pour son usage personnel, dans des petits carnets. Il en écrira, ceux qui sont restés, une quarantaine au total, de 120 pages chacun. Il y consigne ses questionnements artistiques pour ses films à lui, ses décors, sa peinture, mais également les films des autres, ses lectures, ses analyses des événements culturels, politiques et sociaux contemporains, et plus parcimonieusement, mais il y a aussi la part de l'intime, des problématiques affectives, la paternité ou ses amours qui trouvent quelques places. Alors, cette édition des carnets, ça a été une sacrée aventure parce qu'avec les personnes avec qui on voulait réhabiliter en quelque sorte cette œuvre, en particulier avec Myriam Tsikounas, qui est une historienne qui vient d'être en retraite à Paris 1 Sorbonne, professeure d'histoire spécialiste du cinéma et des médias. Et moi, on avait caressé l'idée donc de faire mieux connaître l'œuvre d'Alliot, et en 2000... Juste avant les années 2013, on a voulu mettre en œuvre un colloque. Et c'est aussi dans cette période-là que je débute la transcription de ces carnets, de ces 40 carnets. Alors, je dois préciser que pour quelques-uns, j'ai été aidée par 3 amies, je crois, qui sont ici présentes, Catherine, Rita et... qui quelque part par là, Jacqueline. Voilà. Et elles savent combien l'écriture d'Alliot, c'était quand même pas de la tarte. Et donc, cette transcription des carnets va aboutir à, évidemment, la sortie d'un premier tome en 2013, au moment du colloque, du premier colloque Alliot. Et le dernier sortira en 2023. Les voilà. Alliot écrivain, je l'ai dit, ce sont tous ces scénarios, ou presque, même s'ils étaient basés parfois sur une documentation abondante. Ici, c'est un film qui ne tournera jamais et qu'il a toujours porté en lui. C'est un projet de film basé sur sa lecture d'un conte de la comtesse de Ségur, conte de son enfance. En 2 mots, l'argument du conte, c'est la mère d'un petit garçon qui va mourir, qui est veuve, enfin, en tout cas, qui va mourir, qui risque de mourir, elle est très malade. Et Henri, de désespoir, va invoquer une fée qui lui apparaît et lui dit que s'il veut sauver sa mère, eh bien, il faut qu'il parcourt le monde et qu'il aille trouver la plante de vie pour la guérir. Il entreprend donc évidemment le périple et il part à la recherche de cette plante. Et après un long voyage, il revient. Évidemment, ce voyage sera truffé de péripéties, mais quand il revient, évidemment, il rapporte peut-être la plante, mais c'est lui qui revient, fait homme, en quelque sorte, fort de toutes les expériences qu'il a rencontrées. Mais à la différence des autres contes populaires, la comtesse de Ségur, les contes populaires habituellement, le petit héros triomphe grâce à son astuce, à son intelligence. Dans celui de la comtesse, qui assiste au début de la révolution industrielle, les vertus dont Henri devra faire preuve sont son inépuisable force de travail et son obéissance pour des travaux que vont lui commander les maîtres de rencontre. Donc vous voyez, on est tout à fait au XIXe siècle. Alors, Alliot, c'est ce qui l'intéresse. Il a donc lu ce livre et il a lu également
un spécialiste de Rabelais, mais qui est russe, qui s'appelle Bakhtin, qui a beaucoup travaillé sur le carnavalesque, et il va transposer ce conte dans le XXe siècle avec toutes ces lectures nouvelles. Il l'ancre dans la région parisienne. Et son bon petit Henri à lui, qui ne sera jamais tourné, va parcourir différentes régions, par l'autoroute souvent, là aussi, l'idée de l'autoroute qui vous oriente, qui vous ligote, etc. Et il va rencontrer de nombreux employeurs pour des travaux temporaires, précaires bien entendu. La précarité vraiment est au centre de ce monde. Dans le scénario, on va donc trouver des personnages à la fois du registre réaliste et non réaliste. Il avait déjà fait un petit peu cette tentative avec Rue de Journée pour la Reine. Alors on va trouver la fée, Belzébuth, des employeurs pas très nets, hein, des trafiquants, des centres de loisirs avec des cow-boys, des Indiens, etc. Et on va même trouver Cézanne, qui ira de son propos, évidemment, de son propos sur l'art. Au passage, Cézanne était évidemment un de ses peintres préférés. Et Cézanne lui parlera à Henri de sa vision sur l'art. Donc dans ce projet, dit-il, à Lyon en 93, je répète, projet qui ne tournera jamais, 93, c'est 2 ans avant sa mort, il ne s'agit pas d'adapter du merveilleux de nos contes leur côté bien pensant, mais au contraire, d'en saisir ce qu'ils ont de plus cynique ou de plus cruel dans leur façon de peindre le réel. Le film ne sera pas, mais il a tenté d'être fait, et c'est Robert Guédiguian qui alors a toujours, à l'époque, sa boîte de production qui s'appelle Agathe Film, avec laquelle il continue à tourner. C'est une boîte de production coopérative, hein, il y a plusieurs réalisateurs et plusieurs producteurs qui devaient le produire. Et jusqu'au dernier moment, il l'aidera. Bon, évidemment, Henri, là aussi, c'est en quelque sorte un double d'Alliot. Le médecin, c'est un double, mais Henri aussi. Une des dernières photos d'Alliot, début 95, bien que malade, il prépare là aussi, pour vous rappeler cette émission Un siècle d'écrivains de Bernard Rapp, il prépare un film sur Rainer Maria Rilke. Il avait d'ailleurs à ce propos demandé à Christian de réaliser les photos fixes, parce qu'il se savait très malade, des photos fixes de Paris. Malheureusement, le film ne verra pas le jour, et c'est un autre réalisateur, Stan Neumann, qui réalisera son film à lui. On s'était interrogé pour savoir s'il fallait, avec déjà la documentation qu'il avait réunie, les photos de Christian, si on pouvait faire le film, et tous ses amis, que ce soit Christine Laurent, la femme de son premier fils, que ce soit Guédiguian, que ce soit Nicolas Philibert, les gens des films d'ici, la boîte de production de films, tout le monde a renoncé. C'était un travail tellement intime, malgré la documentation déjà à l'œuvre. Voilà, ça n'a pas été fait. Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques semaines, la Cinémathèque de Paris a appelé pour dire qu'ils allaient créer une antenne à Marseille de la Cinémathèque française, et que, bien entendu, la première personne à qui ils ont pensé pour s'intéresser à cette cinémathèque, c'est de rénover, de restaurer l'ensemble des films d'Alliot. Actuellement, qui n'existe qu'il y a quelques-uns qui sont numérisés, et il y a deux coffrets qui sont diffusés par Actes Sud. On en trouve également d'occasion par Actes Sud, chez Lacfilm, pardon. Et là, tous les films seraient restaurés. Et avec l'idée, a dit le monsieur, alors je ne sais pas si ça se fera, mais que Retour à Marseille serait projeté au Festival de Cannes 2027. Donc, à suivre. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est la première étape de Cannes. Vous voyez, en gros. Voilà. Alors... Voilà. Bon, alors j'espère que j'ai infusé. Catherine pourrait raconter mieux que moi comment on a rencontré à Lyon. Voilà, avant de passer leur exquise, si vous voulez poser quelques questions.